Bonjour à toutes et à tous, les experts comptables se mobilisent, ils sont à vos côtés dans cette période toujours compliquée qui consiste à remplir vos déclarations d'impôts. Comme chaque année, le législateur a introduit quelques nouveautés, nul n'est censé ignorer la loi, par conséquent il va falloir les intégrer ces nouveautés. Et puis comme la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, la situation familiale des contribuables peut évoluer et entraîner des modifications dans la manière de déclarer ses revenus. C'est tout ça qui va nous intéresser et de façon concrète, de façon très concise aussi, vous allez le voir. Vous nous avez adressé de très nombreuses questions. On va essayer de répondre à une partie d'entre elles et de le faire en s'appuyant sur l'expertise de Laurent Benoudiz, qui est le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Paris-Île-de-France, que je salue, et de Vital Saint-Marc, qui lui aussi est membre de ce conseil régional et qui est expert comptable à Paris. Bonjour Gabi, exactement. Alors, je parlais des nouveautés. On va d'abord s'intéresser à ces nouveautés. Quelles sont d'abord les principales qu'il faut surtout ne pas oublier pour ne pas se faire rattraper par la patrouille? Alors, pour les chefs d'entreprise, la principale nouveauté qui peut les intéresser cette année, c'est la déclaration des revenus des indépendants auprès des organismes sociaux. Alors, il y avait avant deux déclarations, une déclaration sur Net Entreprise, puis une déclaration sur impôts.gouv.fr auprès des impôts. Pour éviter les problèmes, maintenant, il n'y en a plus qu'une seule. Et on va tout déclarer sur cette déclaration. Alors, il va falloir collecter non seulement le montant du revenu imposable, mais également le montant de la CSG non déductible, le montant des cotisations payées au niveau des cotisations sociales obligatoires, les montants des cotisations facultatives. Voilà. Donc la déclaration va être un peu plus compliquée pour les titulaires de revenus des indépendants. Et là, les experts comptables seront des partenaires, je crois, assez précieux. Sans experts comptables, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. La deuxième nouveauté, c'est que vous allez peut-être recevoir directement pré-rempli dans votre déclaration d'impôt les revenus qui ont été collectés par les plateformes type Airbnb, Booking, qui auront l'obligation de transmettre à l'administration fiscale les revenus qu'ils ont encaissés pour votre compte. Donc il va falloir vérifier ces revenus, vérifier qu'ils sont complets et ne pas hésiter évidemment à les modifier s'il y a des erreurs. Quelques subtilités ou nouveautés aussi liées aux heures supplémentaires et à ce qu'on appelle la prime Macron, la prime PEPA. Tout à fait. Des exonérations qui sont majorées pendant les périodes de confinement, et puis toujours cette exonération sur la prime PEPA qui a été maintenue en 2020. Bien, ça c'est le cadre général. On va aller dans le détail des questions qui nous ont été adressées et on va le faire avec vous, Vital. Alors, je les livre tels que je les ai reçus. L'année dernière, certains contribuables ont été dispensés de déposer une déclaration de revenus. Qu'est-ce qu'il en est cette année ? Ah, c'est la déclaration presque automatique. On est dans un pays dans lequel maintenant on paye l'impôt à la source. Donc on peut se poser la question de savoir s'il est encore utile de déposer une déclaration. Donc il faut déposer une déclaration lorsque l'administration n'a pas toutes les informations qui permettent de correctement calculer l'impôt. Pour les autres, donc il y aura une déclaration automatique. Tous les salariés notamment reçoivent. Tous les salariés, voilà. Situation familiale. Je n'ai pas reçu de déclaration papier cette année d'abord. Est-ce que c'est normal ? Ben oui, il n'y a plus de déclaration papier. Donc voilà. Donc on peut demander, on pouvait demander avant de recevoir une déclaration papier. Il n'y a plus de déclaration de papier, donc c'est normal. Un acte de collectionneur. Voilà. Maintenant, on serait dans ce niveau-là. Là, pas de déclaration papier. Malheureusement, on est obligé de vivre avec son temps, qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais maintenant, il faut aller sur le portail de la DGFiP pour savoir ce que l'on a à déclarer. En cas de mariage en 2020, ce qui n'était pas évident quand même, il fallait vraiment être motivé pour y arriver. Ou chanceux. Ou chanceux. Qu'est-ce que je dois faire ? Au niveau de la déclaration ? Oui. Alors il y a deux possibilités. En théorie, donc, on est marié, quand on se marie en 2020, le 1er janvier 2021. Donc on a une déclaration commune le 1er janvier 2021 et on a des déclarations séparées avec son conjoint au cours de l'année 2020. Mais on peut opter pour faire une déclaration commune à partir du 1er janvier 2020. L'année entière. L'année entière, voilà. Donc on verra si c'est intéressant. Si je me marie avec quelqu'un qui a beaucoup moins de revenus que moi, il serait peut-être intéressant pour moi que je sois marié depuis le 1er janvier 2020, parce qu'à deux, on paierait peut-être moins d'impôts. En revanche, si les deux personnes ont des revenus très importants, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire que si je me marie au mois de juin, par exemple, je ne fais pas 3 déclarations. Ça, c'était autrefois. C'était autrefois. Je vous parle d'un temps. C'est d'un temps, voilà, exactement. C'était bien autrefois, oui. On avait un avantage fiscal qu'on a considéré, je crois que c'était en 2010 ou en 2011, comme étant un avantage fiscal indu. On a supprimé. C'est fini, donc je peux choisir de faire le 1er janvier 2021 ou pas. Voilà, ou 1er janvier 2020. Non, c'est 1er janvier 2021 ou je peux choisir 1er janvier 2020. J'opte. Autre option, qu'est-ce qu'il en est en cas de divorce en 2020 ? Est-ce que je dois faire une déclaration séparée ? Alors,
si celui qui s'est marié en 2020 divorce en 2020, il n'y a pas de problème. Il fera donc 2 déclarations séparées. On appelle pas Voilà, ça c'est un un mariage. malentendu. Là, ils resteront avec 2 déclarations séparées pendant toute l'année 2020. En revanche, pour ceux qui s'étaient mariés avant 2020 et qui divorcent en 2020, alors en théorie, là, on n'est pas divorcé au 1er janvier 2021, fiscalement, on est divorcé le 1er janvier de l'année du divorce. Donc quand je divorce le 30 décembre 2020, j'ai divorcé le 1er janvier 2020. Je dois faire 2 déclarations séparées, y compris si je divorce le 31 décembre, pour aller fêter Pour fêter le divorce. Donc on est divorcé au 1er janvier, donc il y a 2 déclarations séparées. Comment est-ce que je dois déclarer les loyers perçus au titre d'un bien commun en cas de divorce? On sépare à parts égales. Donc en fait, on fait une déclaration qu'on répartit à parts égales entre les 2 ex-conjoints. La moitié des revenus, la moitié des charges chez chacun des conjoints. À la suite de mon divorce, j'ai dû verser une prestation compensatoire à mon ex-conjoint. Est-ce que je peux déduire cette prestation compensatoire de mes revenus? Alors l'an dernier, je vous aurais dit oui dans un cas, maintenant oui dans 2 cas. Alors, il y a 2 façons de verser la prestation compensatoire. Soit on la verse sous forme capital étalée sur plus de 12 mois. Donc là, on peut déduire la prestation compensatoire, on n'a toujours pu la déduire. Et puis il y a ceux qui versaient tout d'un coup, donc en capital, immédiatement ou sur une période inférieure à 12 mois, qui eux étaient gros gens, ils ne pouvaient rien déduire. Parce qu'en contrepartie, c'était une prestation pas imposable pour la personne qui la recevait. À partir de maintenant, pour l'année 2020, on a la possibilité donc de déduire la prestation compensatoire, mais dans une limite relativement étroite, qui est de mémoire de 30 500 €. Voilà. Ouais. C'est déjà mieux, visiblement. Alors ça fait une réduction sur une base de 30 500 €. Hein. Donc oui, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. On valait mieux divorcer en 2020 qu'en 2019. Il fallait attendre. En cas de concubinage, quelle déclaration dois-je faire? Est-ce qu'il y a un avantage fiscal? Non. Alors le concubinage, c'est assez amusant. Ça n'existe pas au niveau de l'imposition sur le revenu. Donc il y a 2 personnes séparées. Ça n'existe qu'au niveau des déclarations sur la fortune immobilière maintenant, où on doit déclarer en commun les biens que l'on possède lorsque l'on vit un concubinage dit notoire. Mais pour la déclaration d'imposition sur le revenu, on fait 2 déclarations séparées. D'accord. Je suis marié et j'ai plusieurs enfants à charge, dont certains sont étudiants. Puis-je les rattacher à ma déclaration de revenus? Oui. Alors, en fait, on peut rattacher donc un enfant de moins de 21 ans sans autre forme de procédure. On le rattache, si on le souhaite. Les enfants donc, qui sont étudiants, on peut les rattacher dès lors qu'ils ont moins de 25 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition. Donc il faudra voir donc, si vous avez intérêt ou non à rattacher donc, cet enfant à votre foyer. Il faut faire un calcul, hein, donc il faut faire la déclaration sur DGFiP en rattachant, et ensuite en faisant la même déclaration sans le rattacher, et en faisant sa déclaration fiscale personnelle à cet enfant pour voir si la masse d'impôt est plus favorable dans un cas ou dans l'autre. Parce que les enfants rattachés au foyer peuvent faire bénéficier d'une réduction d'impôt. Oui, mais qui est plafonnée. Qui est plafonnée par demi-part à environ 1 600 €. Donc c'est intéressant, mais ça dépend de la masse des revenus que l'on a. Donc il faut faire la simulation. Exactement. En réalité. C'est intéressant pour les petits revenus, on va dire, et moins intéressant pour les revenus relativement importants. Ma fille a 20 ans, elle est étudiante. Est-ce que je dois la rattacher à ma déclaration ou pas? Il faut voir. Donc 20 ans, vous pouvez la rattacher, puisqu'elle a moins de 21 ans. En plus, elle est étudiante, donc quoi qu'il en soit, elle pourra être rattachée tant qu'elle est étudiante et qu'elle a moins de 25 ans. Là, il faut voir. Donc il faut essayer. Donne droit à une demi-part. À une demi-part. Donc, alors, il faut voir, parce que si ça dépend de son rang dans la famille. Ben oui, si elle vaut au rang de 3e enfant, par exemple, si j'ai 3 enfants, si je ne rattache pas ma fille, d'accord, donc je retire le 3e enfant. Donc, si je la rattache, je rajoute le 3e enfant, lui, il vaut pour une part complète. Ah oui. Donc le plafonnement, c'est 2 fois 1 600 €. Donc on peut bénéficier d'une réduction d'impôt, d'une réduction d'impôt dans un plafond de 3 200 € à peu près. Hein. Donc il faut tenir compte. Donc il faut tenir compte de son rang de l'enfant. Voilà, le rang de l'enfant. Donc on peut le faire. Donc il faut le non-rattachement peut permettre de déduire une pension alimentaire. Exactement. Donc on a alors le non-rattachement peut permettre de déduire une pension alimentaire qui est plafonnée suivant que l'enfant vit au domicile ou ne vit pas au domicile. Donc il y a 2 montants différents. Donc les montants sont d'environ 3 300 € quand il est chez nous, et puis 5 400 € ou 5 500 € quand il est... C'est 1 959 € lorsqu'il ne vit pas sous notre toit.
Ça peut être plus intéressant que le rattachement, parce que si je suis imposé un taux d'imposition, c'est-à-dire le montant maximum de mes revenus est imposé au taux, par exemple, de 45%, le taux le plus important, je vais avoir, en ne rattachant pas l'enfant, mais en lui versant une pension, donc une réduction d'impôt, une déduction qui va être de 45% fois donc, la masse. Ça peut être, dans certains cas, plus intéressant que la réduction d'impôt de 1 600. Mais en tout état de cause, moins intéressant que la réduction de 3 200 €, si jamais l'enfant que je veux rattacher vaut quoi qu'il en soit, je ne peux pas additionner les deux. Je ne peux pas avoir la déduction de la pension alimentaire et le rattachement. Non. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tout cela expliqué relativement compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester quand on fait sa déclaration. Première solution, je le rattache. Deuxième solution, je ne rattache pas et je regarde donc les masses d'impôts qui en ressortent et je ferai mon choix. Le choix, je peux le faire chaque année. D'accord. Je suis séparé et mes enfants sont en garde alternée. Est-ce que je dois rattacher les enfants ou déduire une pension alimentaire? Je peux les rattacher. Donc, si je les rattache, j'ai droit donc à la moitié de l'avantage. Donc, garde alternée, chaque parent a droit donc à la moitié de l'avantage. Sur le quotient familial? Oui. C'est-à-dire un quart de part? Un quart de part, oui, tout à fait. J'ai recueilli en cours d'année un de mes enfants majeurs sous mon toit parce qu'il a été licencié. Est-ce que je peux prétendre à un avantage fiscal? Alors, je dirais que ça dépend de son âge. Donc ça dépend de l'âge de l'enfant, quoi, et ça dépend ce qu'il fait, quoi. Donc si je peux le rattacher, bah oui, je peux bénéficier du rattachement de l'enfant, mais ça supposerait qu'il a été licencié, donc il n'était pas salarié. Donc pour que je puisse le rattacher, il faudrait donc qu'il ait moins de 21 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Sinon, donc je peux toujours rattacher un enfant majeur, y compris si cet enfant majeur a lui-même créé un foyer fiscal, c'est-à-dire s'il a un enfant. Mais dans ces cas-là, c'est pas un rattachement, j'ai droit à un abattement. Un abattement forfaitaire, mais je peux le faire. Maximum de 3 540 €. Voilà. Quel montant est-ce que je peux déduire au titre des versements qui ont été faits au profit de mon père veuf, qui ne dispose que de très peu de revenus? Alors ça, c'est... en fait, on a une obligation qui nous vient du droit civil, donc de venir, donc de subvenir aux besoins donc, des ascendants et des descendants aussi. La fiscalité se méfie donc des avantages que l'on accorde aux descendants en plafonnant donc les avantages, on l'a vu, qu'on peut donner aux enfants. En revanche, il n'y a pas de plafond pour les parents. Donc le plafond, il est assez subjectif, c'est-à-dire je peux déduire de mes revenus tout ce que je verse à mon père, qui lui permet de vivre normalement, avoir un toit, se nourrir, s'habiller. Mais enfin, il ne faut quand même pas exagérer. Qui lui permet de vivre. Donc je complète ce qui lui permet d'avoir une vie normale. C'est très subjectif, mais... Mais oui, là, en cas de contrôle, là, on est dans des, je lui verse pas de l'argent, fongeuses, on va dire. Voilà, pour qu'il parte en vacances, pas du tout. Voilà. Je lui verse pas de l'argent pour qu'il s'achète une montre. Même si on a tous besoin de vacances. Exactement. Vous voyez. Alors, je supporte des frais de garde pour mes enfants. Oui. À quel avantage fiscal ai-je droit? Vous avez droit donc, à une réduction d'impôt. Il y a deux cas quand j'ai des gardes d'enfants. Soit je les garde à l'extérieur, soit je les garde au domicile. Donc si je les garde à l'extérieur, dans les deux cas, je bénéficie donc d'une réduction d'impôt de 50% du montant donc, versé, mais dans un plafond qui est différent. Donc lorsque je les ai à l'extérieur, donc j'ai un plafond, je ne le connais pas par cœur. 2300. 2300, c'est ça. Et lorsque j'ai donc une personne à domicile, donc j'ai un plafond de 12 300 € qui augmente de 1 500 € dans certains cas. D'accord. Donc la distinction se fait entre garde d'enfants à l'extérieur du domicile et garde d'enfants au domicile. C'est ça essentiellement qu'il faut préciser. Et puis on peut penser que ça coûte plus cher à l'intérieur du domicile, donc la réduction est supérieure. Mon fils est étudiant. Est-ce que j'ai droit à une réduction d'impôt? Alors, oui, vous avez droit à une réduction d'impôt, parce qu'en fait, vous avez droit à une réduction d'impôt lorsque vous avez un enfant qui est au collège, un enfant qui est au lycée, un enfant qui est en études supérieures. Il faut simplement le mentionner donc, dans la déclaration. Ça doit être dans la... Comment 61 €. Oui, c'est 61 €, enfin 153 € quand il est étudiant. Donc, voilà. Mais il faut le mentionner, donc ça doit être dans les catégories 6, dans les charges. Voilà. Mes enfants ont suivi des cours de soutien scolaire à distance en raison du confinement. Est-ce que j'ai droit, là aussi, à un avantage fiscal? Vous avez droit à un avantage fiscal, bien sûr. Vous avez droit donc à une réduction d'impôt pour des cours. Donc,
suivi. Donc, c'est considéré comme étant des droits à domicile, en fait. Hein. Donc, c'est 50% C'est du montant des dépenses. du montant des dépenses quand été dans engagé, la limite voilà. de 12 000 ou 20 000 euros selon votre situation personnelle. Mais en ça, fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens doivent systématiquement porter dans la case le montant qu'ils ont versé. L'administration fera donc sa part des choses entre ce qu'on peut prendre ou pas. Donc si on a dépassé 30 000, on met 30 000 et l'administration plafonnera, quoi qu'il en soit. D'accord. En 2020, j'ai payé des... Si vous voulez respirer, on peut opérer aussi notre ami Benoît, hein, parce que... Il est bon, hein. Ça, l'avenir nous le dira, mais... En 2020, parce que ça l'intéresse beaucoup, j'ai payé des travaux de jardinage et d'installation informatique. Est-ce que j'ai droit à une réduction d'impôt? Oui, bien sûr. Même si vous avez recours à l'expert comptable, vous pouvez avoir droit à une réduction d'impôt pour vous aider à faire votre déclaration, bien sûr. Oui. Alors, c'est 5 000 euros pour les dépenses de jardinage, le plafond, et 3 000 euros pour l'assistance informatique. D'accord. Voilà le montant. Donc ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Bah oui, il faut le noter. J'ai installé une pompe à chaleur géothermique. C'est vrai, une question précise. À quel avantage? C'est un technicien. La pompe géothermique, alors. Oui, alors, toutes ces histoires sont un peu compliquées. Ça va dépendre de vos revenus et des critères de performance de la pompe à chaleur. Hein. Donc, pour les ménages qui sont les plus modestes, il y a prime Rénov'. C'est pour voilà, et pour les ménages plus âgés, il n'y a aucun avantage. Et pour les ménages aux revenus dits intermédiaires, on a un crédit d'impôt qui est calculé forfaitairement, mais qui ne peut pas dépasser 75% de la dépense supportée. Donc on a un avantage, mais ça va dépendre du niveau de revenu du foyer. C'est devenu très complexe ce type d'aide. Mes parents sont placés en EHPAD, le coût est élevé. Ont-ils droit à un avantage fiscal? Qui répond? Alors, si vos parents sont hébergés dans un établissement pour personnes dépendantes, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt qui est égale à 25% des dépenses qui sont retenues, malheureusement, dans la limite que de 10 000 euros. Donc, c'est un peu faible par rapport au coût d'un EHPAD. Bien. En tout cas, ils ont droit à quelque chose. Il ne faut surtout pas l'oublier. La loi l'a prévu. J'ai fait des dons pour les Restos du Cœur et pour la restauration de Notre-Dame. Tiens, combien puis-je déduire? Pareil, vous déduisez le don que vous avez versé, puis vous avez une réduction d'impôt de 66% du don. Il y a une limite quand même. Oui, c'est 20% du revenu imposable. 20% du revenu imposable. D'accord. Elle est large, la limite. Elle est large. Quel justificatif dois-je fournir avec ma déclaration en ligne? Rien. Okay. On n'arrive pas à les mettre dans le... Pourtant, on pourrait, hein, mais on n'y arrive pas. Par contre, il faut les conserver. Il faut les conserver parce que l'administration pourrait les demander dans ces cas-là, donc on les pendant 3 ans. Pendant 3 ans, précieusement conserver tous ces documents. Alors, pardon, 3 ans, tu as raison, mais je dirais que pour les revenus fonciers, je les garde tant que je l'immeuble. Parce qu'en fin de compte, vous savez que quand on cède des biens, le calcul de la plus-value se fait à partir donc de documents, de dépenses qui ont été donc supportées, mais qui ne sont pas venues diminuer le revenu donc, foncier. Notamment les travaux qui ont été réalisés. Donc il faut tout conserver. Les factures de ces travaux, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il y en aurait encore d'autres de questions à poser, mais le temps qui nous était imparti a été atteint. Vous savez que vous pouvez continuer à poser des questions et surtout que vous pourrez poser des questions. C'est du 25 au 28 mai, et là, un commando d'experts comptables. Près d'une centaine d'experts comptables qui vont se relayer pendant ces 5 jours, de manière à ce qu'on ait toujours 10-15 personnes en permanence pour pouvoir répondre au téléphone. On a, les années précédentes, près de 40 000 appels sur la période de contribuables qui s'interrogent sur la manière de remplir leur déclaration d'impôt le mieux possible pour payer le juste montant, et ni plus ni moins. Avec notamment 2 nocturnes, le 25 et le 27 mai jusqu'à 21h. Merci beaucoup. Et puis donc, n'hésitez pas à solliciter les experts comptables au numéro vert qui s'inscrit sur votre écran, le 08 065 432, 08 065 432. À très bientôt sur le front fiscal.